Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Bienvenue dans cet épisode où je reçois un avocat, conseiller national monégasque, une personnalité engagée, reconnue pour son rôle dans la défense des droits de l'homme. De ses fonctions auprès du Conseil de l'Europe à son impact sur la scène politique monégasque, il nous offre un aperçu de sa passion pour la justice et de son influence dans le domaine. Bonjour, Régis Bergonzi. Bonjour Geneviève. Régis, c'est toujours un moment un peu spécial quand on reçoit un avocat, quand on a l'occasion de lui parler, parce que vous, les avocats qui plaidez, les gens ont l'impression de vous écouter, de vous entendre, de vous connaître beaucoup. Mais en fait, il y a la différence entre la plaidoirie, qui est un travail, le discours politique, dans ton cas, qui est un engagement, et l'homme derrière tout ça. Alors, il y a une grosse différence, effectivement, comme tu l'as souligné, entre ces trois exercices qui sont un peu différents. Le plus différent, c'est la manière de plaider, Oui. qui est tout sauf naturel. C'est un exercice qui est extrêmement préparé, dans lequel tu te jettes un peu comme un aigle qui, pour la première fois, se lance du sommet et va essayer de voler. Et sachant que les gens t'observent, t'écoutent, Ouais. et qu'il est facile de dire un mauvais mot de travers, une mauvaise idée, quelque chose que tu n'as pas voulu dire, et hop, qui glisse. Et ça y est, c'est trop tard, éventuellement c'est noté, et Ouais. tu le prendras dans le nez la prochaine fois parce que l'adversaire l'a noté, ou fait noter. Donc ça, c'est un exercice tout à fait particulier. Tu articules beaucoup plus, et ton rôle dans cet exercice, c'est de convaincre. Tu dois convaincre. Ah ouais. Tout le reste est secondaire. Tu Tu dois convaincre. prépares ça beaucoup? C'est-à-dire une Oui. plaidoirie, dis-moi, ça s'écrit d'abord et ensuite ça se répète ou c'est le contraire? Je pense qu'il y a pratiquement autant de méthodes qu'il y a d'avocats. Ouais. Mais personnellement, mon plan, je l'écris. Mon plan. Le plan, Pas ça veut dire plus ou moins les points? Simplement les Ouais. points des idées, oui. Ça, non seulement j'écris ces points, mais surtout, je me donne du temps pour les classer, les organiser, Ah ouais. les enrober. Et c'est ça qui va te permettre de te détacher de tes notes et de parler alors que tu es en train de parler de la vie d'un autre. Tu vas être une femme mariée, tu vas être un voleur, tu vas être un assassin, tu vas être une victime d'un viol, tu vas être beaucoup de rôles différents. Mais ça doit sortir de ta bouche comme quelque chose de sincère, d'inné, alors que ce n'est pas ta vie à la base. Oui, c'est ça. Et notamment, par exemple, dans une procédure de divorce, tu dois être capable de ressortir une papardelle d'éléments d'une vie qui n'est pas la tienne. Ah ouais. Donc ça, c'est assez particulier et c'est très intéressant. Et tous les avocats se rappellent parfaitement de leur première plaidoirie. Alors, la première de Régis Bergonzi, c'était quoi? La première, c'était un voleur d'un appareil photo à Carrefour. Oh. Et c'était, je me rappelle très bien de la nuit que j'ai passée. J'ai quitté le bureau, il était 5h30 du matin. J'avais travaillé énormément parce qu'à défaut d'avoir la moindre expérience, j'allais mettre tout mon cœur, toute mon âme là-dedans. Ah, bien sûr. Et j'ai défendu ce bonhomme en plaidant le doute à mort. Et j'ai essayé d'expliquer que il était, ça ne ressemblait pas à lui sur la photo et ainsi de suite, parce que le coupable avait un ciré jaune, donc un ciré de pêcheur. Et quand je l'ai rencontré à la maison d'arrêt, pour la première fois où j'ai rencontré un prisonnier, il était habillé en bleu, donc ça ne pouvait pas correspondre. Sauf que ça, c'était l'uniforme de la prison. Et lorsqu'il arrive au palais de justice, il arrive avec un magnifique ciré jaune. Et donc là, je m'approche de lui discrètement, je lui dis « Mais vous pouvez pas enlever cette veste ?» Et il me dit « Non, mais j'ai un peu froid. » Et je me vois tendre mon doigt vers le haut de la pièce, du style « Je prends la température. » Et je lui ai dit « Écoutez, non, il fait bon quand même, enlevez-moi cette veste. » Et j'ai plaidé. Sur le fond, tout avait été dit. J'avais joué le dossier au maximum du maximum. Sur la forme, c'était nul. Mais et j'ai perdu. Sur la forme, c'était nul. C'était nul parce que j'étais trop accroché à mes notes. Il faut bien une première fois, Régis. C'est pas. C'est sûr. Alors, moi, je dirais pas nul.
Je dirais comme parfois quand on a des journalistes stagiaires ou des jeunes qui commencent, on leur dit c'est encourageant. C'était nul. Mais en tout cas, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Depuis, j'ai un peu roulé ma bosse aussi. Donc, ça, c'est la plaidoirie. Mais la plaidoirie, c'est aussi, c'est vraiment convaincre. Essayer de convaincre de ta bonne cause le magistrat. Ouais. Et il y a un conseil qui m'avait été donné par un ancien premier président, Jean-François Landerlin, il y a très très longtemps de cela, qui m'avait dit, dans la justice, il faut énormément de temps pour gagner une toute petite crédibilité et très peu de temps pour la perdre. Pour la perdre, ouais. Et c'est un ce conseil mot que tu disais, c'est ce mot qui a glissé, ou c'est cette parole qui n'était pas souhaitée et qui finalement sort. Non, parce que ça, tu verrouilles. Alors, tu peux verrouiller en préparant complètement ton texte, et à ce moment-là, il n'y aura pas de surprise. Alors, mais enfin, lire une plaidoirie, c'est rasoir quand même. C'est super rasoir. Bah ouais. C'est super rasoir. Et, mais petit à petit, tu t'améliores et tu peux te détacher et plus, et tu ne vas pas sortir une bourde. Et donc ça, tu t'y fais. Mais le plan est indispensable parce que, par exemple, si tu n'as vraiment aucun plan, tu risques de te répéter. Et la répétition, ça aussi, c'est rasoir. C'est rasoir, oui. Et tu perds tes juges. Tout à l'heure, tu as dit une chose qui m'a... On parle de la vie d'un autre et on peut potentiellement avoir une influence sur cette vie. Parce que si on gagne, si on perd... Est-ce que cette responsabilité, quand on est avocat, c'est une pression de se dire, si je suis pas bon, il va être condamné, quoi. Ou elle va pas gagner, quoi. Cette pression, elle est peut-être assez écrasante. J'ai pas un caractère à m'inquiéter de tout ce qui passe, mais cette pression, là je parle plus globalement, j'ai été bâtonnier en montant, donc j'étais à la tête de l'ordre des avocats, donc je connais très bien ma race, celle des avocats, et je sais qu'il y a, comme si c'était une sorte de prérequis de se fiche en l'air au niveau physique, à trop tirer sur la corde, à trop tirer sur la pression qu'on a sur les épaules et ainsi de suite. Donc si tu as une vie assez tranquille, stable, j'ai 3 enfants, j'ai ma femme, bon, c'est une chose. Si c'est le pastis dans ta vie, plus cette pression-là, ça peut être assez détonnant comme manière de faire. Donc tu es obligé, il est vraiment mieux d'essayer quand même d'avoir une vie équilibrée parce que sinon tu te fous en l'air facilement. Ah, donc c'est vraiment une pression quand même, hein. C'est vraiment quelque chose à vivre tous les jours, c'est vraiment quelque chose de... On devient... Oui. Est-ce qu'on est avocat ou est-ce qu'on devient avocat d'après toi? Est-ce que c'est une vocation? Est-ce que... Tu as toujours voulu faire ça? Non. Non, j'ai pas toujours voulu faire ça et je pense qu'il y a vraiment une évolution de la personnalité avec ce métier qui te renforce, t'endurcit. On me parlait notamment de tel confrère dont le nom me vient à l'esprit, mais qui a commencé beaucoup plus doux et qui ensuite s'est renforcé. C'est un très grand ami à moi et qui s'est renforcé plus et plus et plus. Et au tout début, quand tu sais pas faire, par exemple en droit du travail, qui est assez difficile à comprendre, le droit du travail monégasque, parce que tu as 4 textes qui se courent après, qui datent de 1956, bon voilà. Donc aucune explication possible, et tu es là un peu à tâtons, essayer d'y comprendre quelque chose. Tous les éléments sont réunis pour se planter. Et puis donc au début, quand tu fais une erreur, tu te prends un infarctus. Ton cœur s'arrête, la tension se resserre dans ta poitrine, et tu es sous une pression pas possible. Et ça, si c'était tous les jours de la vie, ça serait l'enfer. Ça serait difficile, ouais. Après, en prenant quelques bonnes pratiques, ne prenant pas des risques stupides, ou on arrive à quand même régler un peu tout ça pour éviter le nombre de ces situations de surprise qui te donnent un infarctus. Et donc tu commences à mieux t'organiser. Il y a certaines choses que tu aurais pu faire plus jeune que tu ne vas plus faire plus tard, parce que tu sais très bien que les routes de l'enfer sont pavées de bonnes intentions, comme on le dit. Et quand on t'entend de faire cette manière-ci, ça y est, tu t'es fait recevoir une première fois. Cette fois-ci, chat échaudé à peur de l'eau. Tu changes ton fusil d'épaule et tu t'y prendras différemment. Tu disais, on s'endurcit, ou on devient plus dur. Est-ce que ça veut dire qu'on a moins de sentiments?
Non, pas nécessairement. Pas nécessairement du tout. Je le crois pas du tout. C'est vraiment deux choses décorrélées. Parce que ça aussi, tu parlais tout à l'heure de victimes de viol, etc. Un avocat, dans son parcours, il est aussi parfois confronté à des situations de vie qui sont dramatiques, qui sont difficiles à supporter. Est-ce que ça vous affecte? Est-ce que ça t'affecte, toi, personnellement? Oui. Oui, mais je voudrais essayer de faire des nuances sur ce point. Il ne sert à rien pour le client d'être dans l'ultra-émotion. Ouais. De pleurer avec lui, tu n'es pas son psychologue. Tu peux l'aider. Tu dois l'aider. Et l'aider, c'est rester une tête froide. Une tête froide ce que lui ne peut pas être. Que lui ne peut pas être parce que c'est tout un chacun. Oui, voilà. Ce sera un procès personnel, je serai aussi affecté d'une manière particulière, ou toi également. Et donc, tu commences... Toi, tu dois prendre du recul par rapport à la situation. Tu dois pas te laisser, par exemple, porter par l'enflammement de telle bêtise. Des gens qui me disent, par exemple, moi j'en fais une question de principe. Les questions de principe, je dis à mes clients, vous laissez sur le paillasson, parce que je demande d'être rationnel, ça sert à rien de se battre pour se battre. Et l'avocat sera content, il va toucher les honoraires, mais vous, ça va pas vous remplir le vide que vous avez au fond de vous. Et donc, rester tête froide, ça c'est important. Après, tu as des causes qui peuvent te toucher et dans lesquelles tu sens une sensibilité. Tu parlais tout à l'heure de la question notamment des viols dans ces dossiers-là. Évidemment, c'est des dossiers tout à fait particuliers. On dit d'une femme qui a été violée, qu'elle est violée 3 fois, que ce soit au moment des faits, au moment de l'enquête et au moment du procès. Ouais. Et là, tu rentres avec ton intimité la plus intime qui soit, que ton mari ne connaît pas lui-même ni personne, et qui est débattu dans une salle avec des gens que tu ne connais pas, qui vont savoir ce qui se passe dans ton intérieur. Oui, parce que la justice est publique. Hein. Alors, aussi. Tu peux demander dans ce genre d'affaires, tu peux quand même demander le huis clos. Hein. Et beaucoup de personnes demandent le huis clos dans ce genre d'affaires. Mais toi, comme avocat, tu y es. Oui, il y a quand même des gens que tu ne connais pas au-delà du public. C'est ça, les enquêteurs, tu les connais pas, c'est pas tes meilleurs amis, les juges non plus. Et puis, ils vont parler de toi, oui. Ce sont des hommes, c'est toujours un autre regard que le tien. Peut-être tu serais plus rassuré d'avoir une femme en face, j'en sais rien, et puis vice-versa. Donc, c'est quand même un grand étalage de beaucoup de choses. Sur cette sensibilité, elle est indispensable. Il n'y a pas beaucoup de confrères qui ne sont pas quand même habités de cette sensibilité. J'en connais très peu, il y en a quelques-uns quand même, mais qu'il ferait mieux de changer de métier, à devenir insensible complètement à la cause de leurs clients. Il faudrait mieux changer de métier. Tu veux dire que pour être un bon avocat, il faut avoir du cœur? Tu peux... Du cœur, c'est une chose. Des valeurs, c'est plus précis, c'est plus important. Tu peux avoir quelques principes. Alors, tout le monde a droit, lorsque, par exemple, tu as des élèves qui viennent aux audiences, au correctionnel le mardi matin. Et ils se mettent généralement sur les côtés. Et c'est l'occasion d'échanges très sympas. Et tu parles, et généralement, à cet âge-là, les garçons sont un peu plus bêtes, il faut le dire quand même. Et les filles ont toutes à peu près la même question à la bouche. Elles prennent des notes, elles sont sérieuses et elles disent « Mais ça vous ferait quoi de devoir défendre quelqu'un si vous savez qu'il est coupable ?» Et pendant ce temps, les garçons répondent « Oh, elle est amoureuse !» Donc ils sont vraiment bêtes. Et j'y suis passé. Donc je peux le dire avec beaucoup de liberté, j'y étais. Mais un bon résultat, c'est pas toujours de convaincre de l'innocence de ton client. Un bon résultat, ça peut être une très grande clémence, par exemple, que tu obtiens par rapport aux faits, parce que tu as réussi à mieux expliquer la cause. Ça peut être de la procédure. Je suis un amoureux de procédure. De la procédure pénale, j'en ai toujours été amoureux de ça. J'ai toujours soulevé des nullités plus que tout le monde, parce que ça me plaisait depuis que j'exerçais, même sur les dossiers qui ne valaient vraiment pas la peine. Je me rappelle d'un petit gamin qui avait volé à 13 ans un CD-ROM à la FNAC. J'ai soulevé une nullité de la procédure.
Et il avait rendu le CD au vigile à l'entrée, donc il n'y avait aucune espèce d'importance dans ce dossier. J'ai soulevé la nullité de la procédure. C'est bien parce que la nullité de la procédure, ça lui assure un casier vierge ou pas dans ce cas-là? Bon, de toute façon, il allait se prendre une tape sur les doigts et puis c'est tout. Un rappel à la loi, oui. Rappel à la loi et puis ciao, c'était un mineur, ça ne serait jamais inscrit dans son casier. Mais par principe, je soulevais des nullités dans tous les dossiers. Et à un moment donné, on s'est mis à me payer pour le faire, avec une décision qui a invalidé une partie de la loi sur la CCIN, la protection des informations nominatives, qui à l'époque était assez agressive et qui avait tendance à aller chez tous les professionnels à leur place et leur casser les pieds. Et je défendais différentes institutions de la place, et le tribunal suprême m'a donné raison et a annulé toutes ces procédures. Donc la loi, en partie, a été déclarée illégale. Et ça, c'était cool. C'est les procédures, parce que sur le fond, sur la protection des données, on est d'accord, c'est nécessaire quand même. Oui, mais la question, c'était... Données personnelles, pardon. Je dis. L'avocat n'est pas un magicien. Si j'ai eu gain de cause, c'est que j'ai démontré que le domicile, enfin la protection du domicile qui est prévue par la Constitution, n'était pas assez protégée. Il n'était pas assez respecté, oui. Pas assez respectée par les dispositions de la loi sur les perquisitions de la CCIN, même si eux disent que ce n'est pas des perquisitions, c'est des perquisitions. Oui, quand on entre chez quelqu'un pour fouiller, c'est une perquisition. Tu peux jouer sur les mots. L'avocat de l'État à l'époque avait été un champion du Scrabble pour dire que c'était des visites domiciliaires, que ce n'était pas des perquisitions, que ce n'était pas des visites domiciliaires, que c'était... Et ainsi de suite, jouer sur les mots. Voilà. Mais au final, moi j'étais armé de plusieurs jurisprudences du Conseil d'État français qui me donnaient raison, et de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis... Ça a marché. C'est de là que vient ton... Alors, pas ton étiquette, mais en tout cas, ce label que tu as d'être un défenseur ardent des droits de l'homme? Les droits de l'homme, c'est un peu de volonté et aussi de la chance. Et des opportunités un peu dans la vie. Il s'est produit quelque chose par hasard. Si j'avais cherché à l'organiser, je ne pense pas que je serais parvenu. Il y a eu un moment donné où... Comme avocat, je présentais des requêtes à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme. Monaco venait d'intégrer, et moi, quand j'ai présenté l'examen du barreau, c'était en 2005, c'était au moment de l'entrée de Monaco au Conseil de l'Europe. Donc, pour passer l'examen du barreau, il fallait que je bûche bien mon sujet. C'est ça qui a été ma motivation. Pas de l'idéalisme ou quoi que ce soit. J'avais l'examen du barreau à passer, donc il fallait que j'allais me faire cuisiner. Qui est quand même le sésame. Quand on veut être avocat, l'examen du barreau, c'est tout, quoi. Point, c'est tout. C'est vraiment donc. Et donc, tu anticipes pour te dire sur quel sujet je vais me faire cuisiner. Et tu penses à la Convention européenne des droits de l'homme, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, j'ai travaillé beaucoup cette question. Donc, je me suis mis à présenter des requêtes, parce que ça te donne, pour un avocat, des choses fantastiques. J'ai pu faire déclarer illégale la loi sur la garde à vue, alors que j'étais tout seul. C'était en 2011, dans l'affaire Mossachvili, qui a été pour la première fois le tribunal correctionnel a déclaré que la loi sur la garde à vue de l'époque était contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Et j'étais tout seul avec mon gentil géorgien qui n'avait pas le droit de venir à Monaco et qui revenait tout le temps, et que je pouvais utiliser pour présenter des super recours. Et à chaque fois qu'il se faisait arrêter une fois de plus, il demandait à ce que je le défende. Et on est allé à Strasbourg, on est allé 3 fois en cour de cassation, et ainsi de suite, pour expérimenter des super recours. Et la loi a été déclarée illégale. Et à l'époque, les médias l'avaient titré en première page, c'est vrai, en disant la garde à vue remise en question. Et ça, c'était sympa. Donc, 1, je présentais des requêtes. 2, dans le cas de l'Union internationale des avocats, j'étais le président de la Commission des droits de l'homme. Donc, je pouvais organiser des séminaires avec les juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Et 3, après, j'ai intégré le Comité européen de prévention de la torture pendant 12 ans. J'ai fait le maximum de mes mandats. 3 fois 4 ans, et qui était de l'autre côté de la route de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui me permettait 3 fois par an d'aller faire aussi coucou aux juges de la CEDH. Et la boucle était bouclée, quoi. Les séminaires qu'on organisait, on invitait des juges, je pouvais les revoir par là-bas. En même temps, je présentais des requêtes. Tout ça, c'était parfait. Tout ça, c'était parfait, oui. Tout s'emboîtait très bien, mais c'était un pur hasard. Ça n'a pas été
une super réflexion de ma part. Bah écoute, en tout cas, c'est efficace. On a l'impression, quand on est hors de ce monde, que la CEDH, c'est un peu un gros épouvantail. Enfin, quand on parle d'adresser la CEDH, tout le monde a l'impression que c'est extrêmement grave. C'est vrai ou pas? Non, j'ai pas ce point de vue. Alors, pour la petite histoire, hier, j'étais à Paris, dans la commission de sélection des juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais. Donc, je fais partie de cette commission maintenant, qui est issue de l'Assemblée parlementaire près du Conseil de l'Europe. De l'Europe, Ouais. c'est ça. On a quelques parlementaires du Conseil Tu y national. étais en tant qu'élu monégasque? Oui, D'accord. mais en tant que membre de cette commission. Oui, oui, bien sûr. Donc, on Mais tu était, peux être membre parce que tu es élu de ton pays, c'est ça? Je peux être membre parce que je suis membre de l'Assemblée. Alors, étant conseiller national, Ouais. je suis membre de l'Assemblée parlementaire parce qu'on est 4. Ah oui, vous n'êtes pas tous membres. Non, 4 sur 24 qui sont là-bas. D'accord. Et moi, j'ai postulé pour être au sein de cette Assemblée parlementaire, près du Conseil de l'Europe, dans cette commission de sélection des juges. Et c'était pour la première fois où j'y assistais. Donc on a sélectionné les juges, ça c'était très sympa, au titre de la Serbie et du Luxembourg. Et après j'ai dû descendre, plaider ce matin un dossier, donc je ne pouvais pas rester là-haut pour la suite. Mais quand tu dis j'ai dû descendre plaider, juste, ça c'est une question qui m'a toujours taraudée. L'avocat ne choisit pas la date. C'est le tribunal qui la fixe. Alors, généralement, le dernier mot appartient aux magistrats, il n'y a aucun doute. Maintenant, les magistrats, si tu leur dis je demande déplacement d'une audience, si c'est une audience sans trop d'importance, ils peuvent l'accepter assez facilement. Si c'est une audience qui a nécessité énormément d'organisation, comme par exemple un procès criminel, là, c'est plus compliqué parce qu'on a mis en place toute une... il y a de la protection, il y a de l'encadrement sécurité. Non, mais il y a tout le monde qui est motivé, il y a tout le monde qui a été convoqué, il y a une salle qui a été réservée, il y a eu dans l'agenda 2 semaines qui ont été prises, par exemple, pour un procès criminel ou quoi que ce soit. C'est difficile. Donc là, le magistrat va être beaucoup plus réticent à déplacer sa date parce qu'il y a toute une usine à gaz derrière. Mais maintenant, les magistrats, les chefs de juridiction, d'une manière générale, comprennent si tu leur dis je pars en vacances, ils vont être beaucoup moins attentifs que si tu pars dans le cadre de tes fonctions CDH, du Conseil de l'Europe ou pour le Conseil national. Ils font attention quand même à ça. C'est ce qui m'a permis de partir pendant 12 ans dans les prisons et les hôpitaux psychiatriques et ainsi de suite en Europe. Tu es en train de nous dire que la justice est quand même humaine. La justice est très humaine, les magistrats sont des gens humains d'une manière générale. Il y a des travers, qui existent un peu comme dans tout corps humain, c'est-à-dire que si tu prends trop l'habitude et que tout devient un peu trop routinier et ainsi de suite, je sais qu'il y a des travers. Je connais bien la justice parce que ça fait longtemps que je fais face à mes juges. Pour te donner un exemple, il y a ce trait de caractère qui consiste au pénal à suspecter tout le monde. Je veux dire, on est tellement habitués, les magistrats sont habitués à avoir énormément confiance dans leurs yeux, leurs oreilles, et intimement leur détecteur de bêtises, pour pas dire autre chose. Leur conviction, tu veux dire? Non. Leur nez qui leur permet de dire celui-ci est un menteur. Je le sens pas, il est franc du collier ou il ne l'est pas, et ainsi de suite. Et quand même pas plus tard que ce matin, je leur ai plaidé, alors que mon client s'était très très mal pris, de revenir à des éléments beaucoup plus objectifs, un casier judiciaire vierge, la description des policiers au moment de l'arrestation qui disait qu'il était maître de lui et qu'il n'était pas complètement à l'ouest. Qu'il n'était pas complètement sous influence, quoi. Oui, on va dire ça. Donc, et ça, c'est pour faire réatterrir la machine, quoi, et dire, bon, attendez, restons un peu... mon client a 45 ans, c'est pas le début de la vie, mais c'est pas la fin non plus. Mais ça veut dire qu'il a quand même roulé. S'il a un casier judiciaire vierge, c'est que quand même, il est plutôt respectueux de la légalité. Quoi. Ouais. Voilà. Hein. Bon, après, des erreurs, on peut tous en commettre, mais voilà. Et comme tu t'adresses à des magistrats dont 2 sur 3 ont 45, 46 ans ou 44, 46, le petit message, tu leur fais passer dans la tête qu'il pourrait y être aussi, quoi. Voilà.
Non, les gens sont humains. Mais pour répondre à ta précédente question, qui était celle de l'espèce de peur de la Cour européenne des droits de l'homme, j'ai actuellement plusieurs requêtes à Strasbourg. Une contre Monaco, une contre la France. 2 dossiers super intéressants. Mais c'est terriblement long. Qu'est-ce que c'est long, c'est effroyablement long. Mais ça, c'est aussi, pardonne-moi si je t'interromps là-dessus, mais ça, c'est aussi l'image d'Épinal, ou en tout cas le tag de la justice, c'est que c'est long. Hein. Oui, mais le timing strasbourgeois, il C'est est largement pire que tout ce que tu peux imaginer. La justice italienne, par exemple, est très lente. La justice française l'est pas mal. La justice monégasque, c'est un peu plus rapide. Mais la justice strasbourgeoise, la justice de la Cour européenne des droits de l'homme... Ça se compte en années, quoi. Oui. Donc, ceux qui me diront... Il y en a un qui me l'a dit il n'y a pas très longtemps, mais ceux qui me diront c'est comme ça, je vais monter à Strasbourg, je dis, très bien. Allez-y. Grand bien vous fasse, mais ça va être très, 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 très long. Tu y vas si tu as vraiment une cause... Pour moi, une cause où juridiquement il y a un enjeu fondamental, oui, là tu y vas. Mais c'est pas un 4e degré de juridiction, on s'en fout. Tu viens de dire une contre Monaco, une contre la France, ça veut dire qu'à la CEDH, on n'adresse que des pays. Tu es toujours contre un pays ou plusieurs pays. Ou un ou plusieurs. Oui. Mais tu es pas contre un individu. Non. Tu es que contre les États. Tu fais juger qu'il y a eu violation de telle disposition de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. D'accord. Par le pays. Par le pays, c'est que le pays aurait dû assurer un système respectueux d'eux, et ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc tu as un procès contre l'État. Ah oui. Donc tu es en train de nous dire que tu as un procès contre l'État monégasque. J'en ai déjà eu plusieurs. J'en ai déjà eu plusieurs, il me dit. J'en ai eu même plusieurs, oui. Ça fait quel effet d'ailleurs quand on travaillant à la direction de la communication du gouvernement, je vais me faire sortir tout de suite de cette émission? Non. Ce qui m'intéressait de savoir, c'est quand on est monégasque, élu monégasque qui plus est, comment on arrive à prendre la distance nécessaire pour quand même conduire un dossier contre son État? Il y en a, c'est assez facile. Monaco est un État de droit. C'est pas, je sais que dans la communication, c'est un joli jingle. Moi, je le vis différemment. C'est un joli jingle. Alors, je peux te dire que État de droit, c'est pas un vain mot quand même, hein. Même en communication. Hein. Écoute, en tout cas, moi, dans mon esprit, il a un sens juridique à 100%. À 100%, oui. Et Monaco est un État de droit, ce qui veut dire que tu peux aller au tribunal suprême et gagner un procès contre l'État. Tribunal suprême, tu n'es que contre l'État. Tu fais annuler des décisions administratives. Et parfois tu gagnes, parfois tu perds. Donc évidemment que l'État peut faire des erreurs. Et évidemment qu'il peut y avoir des recours juridictionnels. Heureusement toutes les d'ailleurs. fois. Ouais. Voilà, sinon il n'y aurait pas de juridiction administrative en France, par exemple, de conseil d'État ou autre. À Monaco aussi, tu as ces erreurs qui peuvent exister. Et concernant la Convention européenne des droits de l'homme, elle a une valeur supralégislative, mais elle appartient au droit monégasque. Je veux dire, si tu prends le droit positif monégasque, tu as le code civil monégasque, le code pénal monégasque, mais tu as aussi les traités et la Convention européenne des droits de l'homme. Ça a même une valeur supralégislative. Supralégislative, ouais. Donc non, tout ça est un ensemble, il n'y a aucune contradiction là-dedans. J'ai transigé une fois, j'avais une affaire qui devait aboutir à la condamnation de l'État monégasque. C'était l'affaire de faux Mexicains réellement colombiens qui avaient piqué... au CFM. Oui, au CFM, ouais. Et tout ce beau monde était rentré, avait laissé tomber un portefeuille par terre, avait alerté le guichetier qui était sorti de son endroit. Pendant ce temps, il s'était fait piquer tous les billets. Et tous avaient disparu dans la nature, sauf la mienne qui s'était faite arrêter. Et j'avais présenté, je l'avais défendu, elle est allée jusqu'à Strasbourg. Et on a transigé. Et ma cliente a eu un chèque, pas énorme, mais elle a eu un chèque quand même, parce qu'il y avait violation du droit à l'assistance d'un avocat et droit de garder le silence, qui n'était pas respecté. Et on a transigé. J'ai pas eu l'ego et
le goût immodéré d'obtenir une condamnation juste pour avoir une médaille de plus sur ma veste. Un fait d'armes supplémentaire, Oui, c'est pas très important. Bon, est-ce que tout à l'heure tu parlais de ton rôle de bâtonnier, parce que pour nous qui ne sommes pas avocats, le rôle de bâtonnier c'est aussi une question. Est-ce que tu dirais que là tu parlais de transiger, pas transiger, etc. Est-ce que ce sont des discussions que vous avez entre confrères sur les positions à tenir dans des situations en particulier ou sur les principes? Tu parlais de valeurs tout à l'heure aussi, sur les valeurs qui vous animent. Est-ce que quand on est bâtonnier, on parle à ses confrères? Alors, quand on est bâtonnier, l'actuel bâtonnier s'appelle Bernard Bensa, et donc qui vient d'être élu. Moi, je l'ai été il y a à peu près 2 ans de cela. Et évidemment qu'on se parle et qu'on traite de toutes les questions qui ont trait à la profession. On essaye de trouver des positions communes, on défend celle-ci. Mais ces discussions dont tu parles sur quelle posture à avoir dans tel procès dans ma carrière, tu le fais plutôt avec des amis, des consoeurs, des confrères avec qui tu es donc pas dans le giron du Conseil de l'Ordre, plutôt de manière informelle avec un confrère qu'on a choisi. Tu peux toujours échanger. Alors c'est un métier assez solitaire. Tu as différentes écoles là-dedans. Tu peux avoir... c'est un métier assez solitaire, ça dépend comment tu l'exerces. Il y a beaucoup d'associations actuellement au sein du barreau monégasque. Beaucoup de gens ont tendance à se regrouper. Ce n'est pas mon cas. Encore que j'ai une avocate stagiaire qui vient de réussir l'examen du barreau il y a quelques semaines, et qui est Violaine Rappert, et qui va être une brillante avocate demain, et on prête serment mercredi prochain à la cour d'appel. Oh, wow. Et donc... Une femme avocate. Et j'étais avec elle tout à l'heure, on parlait. Et donc, c'est une... Quand tu travailles en association, tu peux échanger plus facilement. Ouais. Sinon, si tu as plutôt été toujours seul, comme c'est mon cas, tu as de bons amis avec qui tu peux échanger. Et c'est toujours important pour se régler, se positionner. Est-ce que... Même, on est aussi petit chef d'entreprise, entre guillemets. Ouais, pas de grande multinationale, mais j'ai on a responsabilité, en tout cas, il y a des gens qui travaillent pour vous, quoi. Ben, tu as des gens, tu dois... L'université de droit ne t'apprend pas à gérer l'embauche, le management et compagnie, ce n'est pas du tout nos matières. Donc, tu te fais un petit peu sur le tas. Tu dois trouver tes employés, tu dois faire face à des situations, tu dois... Et donc là, si tu as quelques amis d'acier avec qui échanger, c'est toujours plus agréable, toujours plus simple. Ça te permet de... Ça va jusqu'où le secret professionnel quand on est avocat? Le secret professionnel, il est très important, il est déterminant pour notre profession. Il connaît des exceptions. Alors, je sais qu'il y a des avocats qui me disent « mais non, il n'y a pas d'exception ». Bien sûr qu'il en connaît des exceptions. Alors, mais très, 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 très limité. C'est en matière de lutte anti-blanchiment, par exemple, mais que dans les dossiers dans lesquels tu fais plus du juridique que du judiciaire. Dans le judiciaire, on est totalement protégé. On n'a pas à respecter cette loi. Si je défends un blanchisseur, on ne viendra pas me demander si je connais l'arrière-plan économique de mon client. Là-dessus, c'est tranquille pour nous. Mais dès que tu es dans la constitution de société, la cession d'un restaurant ou d'un bien immobilier, une opération là-dessus, rentre en jeu toute l'application de la loi 1362. Et ça, c'est un gros fardeau. C'est un gros fardeau. Et je sais que les auditeurs sont d'accord pour tous ceux qui y sont soumis. C'est beaucoup de monde. La loi est très difficile à comprendre et il faut faire avec. Donc, on le fera. C'est ça qui, un jour, te donne envie de franchir le pas et de faire campagne et de rejoindre une liste pour aller au Conseil national? Parce que finalement, le rôle du Conseil national dans notre pays, c'est avant tout de voter les textes. Quand je dis de voter les textes, de les examiner, de les amender, etc. Et ce sont des textes qui régissent notre société. Ça n'a pas été exactement le même cheminement. J'ai pas été dans cette logique-là. Mon engagement
en politique. Moi, j'ai été élu pour la première fois en février 2023. Oui, c'est ton premier mandat. C'est mon premier mandat. Jusqu'alors, tu ne m'auras jamais vu tourner de près ou de loin autour de la politique. Parce que ce n'était pas mon sujet. Plus que cela. Par contre, mon moteur atomique, au fond de mon cœur, c'est clairement le sujet atomique européen. Alors ça, la négociation qui avait lieu... Ouais. D'ailleurs, tu étais président de la commission. Hein, je suis toujours président de la commission sur le suivi des négociations entre l'Union européenne et Monaco. Ouais. Et là, il y a eu un petit enchaînement de miracles qui se sont enchaînés les uns après les autres. Le premier, c'est que j'étais le nouveau venu. J'étais le nouveau venu. Donc, quand tu es le nouveau venu, on peut te dire très bien, écoute, tu restes dans ton coin, sois déjà content d'être là, et puis c'est tout. Et là, Brigitte Boccon-Pagès, notre présidente, que j'aime très fort, mais que je ne connaissais pas plus que cela à l'époque, j'étais plutôt parti pour tendre vers le social, qui me plaisait beaucoup. Ouais. Elle m'a dit, non, tu seras à la tête de la commission, en charge du suivi des négociations entre l'UE et Monaco. Bon, je savais que c'était un choix tout à fait possible. Je m'étais déjà énormément investi à titre personnel là-dessus. J'avais fait travailler des juristes de très haut niveau, des doctorants en droit, notamment avec mon propre argent, pour approfondir toute une série de problématiques. J'ai pas, si tu as vu certaines de mes interviews, j'ai pas inventé le contenu des accords d'association avec l'Ukraine, la Moldavie ou la Géorgie, qui ont été signés entre 2014 et 2017, comme ça, un beau matin, en le rêvant. C'est parce qu'il y a eu un travail lourd qui a été préparé, et je savais qu'il y avait un enjeu déterminant pour le pays. Ouais. Et ça, quand tu es avocat, c'est quand même la plus belle des missions. C'est si je mets sur tes épaules un dossier pareil dans lequel tu défends tout le pays ou toute ta population nationale, c'est assez excitant. Oui, c'est quand même... Donc, je commence, je ne suis pas un expert du droit de l'Union européenne, mais je commence à avaler énormément de connaissances, à lire beaucoup d'ouvrages, et petit à petit à me renforcer au niveau connaissance du thème. Et plus. Et moi, je ne suis personne. Je suis un fantôme, je suis inexistant. Mais on me met à la tête de cette commission. Et je travaille, j'obtiens des informations un peu de partout, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui n'était pas spécialement chaud à l'idée de signer cet accord à Monaco, notamment dans la population. Donc beaucoup d'informations viennent aussi vers moi, c'est une bonne chose. Et à l'occasion d'interviews, tu as la possibilité de faire passer des messages en 3 directions. Vis-à-vis de la population, les rassurer, leur dire non, n'allez pas penser ceci ou cela. Non, le Conseil national va être en place et sera un bouclier. Clairement, sans nuance. Alors je sais que les gens vont dire, dans certains bruits de rumeurs, bruits de couloir, chacun peut dire la sienne. Bon, oui, mais si vous recevez un coup de téléphone du palais, vous allez vous coucher. Que nini. Sur un sujet aussi déterminant. Non, moi, c'est pas ce que j'allais te demander. Ce que j'allais plutôt te demander, c'est, tu dis, il y avait beaucoup de gens dans la population qui n'étaient pas en faveur. Quand on est conseiller national, et sur ce dossier ou sur un autre d'ailleurs, comment on tâte le pouls de la population ? Alors, quelque chose qui est très, très intéressant avec les élus de l'Union, et je pense aussi les anciens élus par le passé, c'est que tu as... toi, tu connais ton monde. Ouais. Toi, moi, tout un chacun. Tu veux dire on connaît notre monde, ton cercle. Notre cercle, les gens avec qui on interagit, et ainsi de suite. Après, tu rentres au Conseil national, tu as 23 paires d'yeux, minimum, supplémentaires, qui sont des antennes dans leur propre monde et qui vont te permettre de partager des informations en te disant, je te dis n'importe quoi, je ne suis pas taxi par exemple, mais tu peux parler avec quelqu'un qui est plus proche par exemple de la SBM, comme Mika Palmaro, et lui me donnera des informations pour me dire, là-dessus, dans mon monde, voilà la sensibilité. Voilà la sensibilité, ouais. Après, n'oublie pas qu'on a fait
Sur ce thème-là, cette première année, on a fait énormément de consultations. Ouais, on a fait c'est vrai. 32 ou 33. C'est la plus grosse consultation qui ait jamais été menée par le Conseil national. Et là, on a vu passer tout le monde. Tous les organismes professionnels, tous les organismes professionnels, et on a tendu l'oreille. Alors, certaines choses, on le voyait venir. D'autres choses, tu avais des pépites d'or, où les gens allaient te parler dans le shipping de tel accord international qui leur permettait soit de passer outre cet accord ou sans passer, ou en avoir besoin, la construction, on est rentré ça sous toutes les facettes, le commerce international, et ainsi de suite. Donc là, tu draines les élus de l'Union, ont consacré un temps de folie, plusieurs dizaines d'heures, en cumulé, à entendre tout le monde et tout le monde et tout le monde. Plus, on a fait une étude d'impact qui a été décidée par Brigitte Boccon-Pagès, qui avait demandé ça au moment de la campagne, et ça a été assez salutaire, parce qu'on n'aurait pas eu cette étude d'impact, on aurait été en difficulté par rapport à la position du gouvernement. Ouais. Et si tu regardes un peu plus loin que chez nous, du côté des Andorrans, 1, ils nous ont repris l'idée. 2, un parti politique, je suis en contact avec 3 d'entre eux, un parti politique là-bas a décidé de commanditer une telle étude d'impact pour eux. Et 3, ils ont pris exactement les mêmes professionnels que ceux que nous avions pris. Ce sont les mêmes. C'est étonnant ce que tu dis, parce que l'étude d'impact, et je le dis d'autant plus tranquillement que tu l'as dit, Brigitte Boccon-Pagès l'avait annoncé pendant la campagne, donc c'est pas arrivé X mois après, quoi. Une étude d'impact, ça semble être le point de départ de tout, quand même. Ou en tout cas, l'outil indispensable pour pouvoir au moins réfléchir. Oui, ce qui d'ailleurs te permettra de vérifier que je sais dire oui aussi. Donc oui, c'était ce qui aurait dû faire. Parce que dans le dossier européen, tu as beaucoup dit non. Hein. Ça, c'est vrai. Mais c'est le côté contrariant des avocats. Mais oui, simplement oui. Même oui, il y a 8 ans, et oui, il y a 9 ans ou 10 ans. C'est-à-dire qu'avant même de parler de négociation, d'entame de négociation, c'est peut-être 1 an ou 2 ans plus tôt qu'il aurait fallu commencer à gagner du muscle et de la connaissance de ce sujet. Ouais, après le mandat à l'Union européenne, le Conseil des ministres de l'Union européenne donne mandat à la Commission. Là, Monaco n'a pas, enfin que je sache, n'a pas pu contrôler le timing, quoi, tu vois. Mais ça n'enlève rien de ce que tu dis. Moi, je parlais juste d'antériorité. C'est-à-dire que c'est très compliqué quand ils prennent le mandat, c'est très compliqué de dire nous on va le faire avant, puisque le mandat, par définition, tu sais pas quand est-ce qu'ils vont le donner, quoi. Historiquement, on peut prendre le problème. On peut prendre le problème dans tous les sens possibles et inimaginables. Mais il y a 8 ans, on aurait déjà dû avoir la connaissance du sujet qu'on a eu que 8 ans plus tard. Et ça pardonne pas, parce que si tu ne connais pas le sujet, tu ne peux pas voir où sont les pièges. C'est ça. Je veux dire, n'oublie pas, l'Union européenne, c'est pas le Conseil de l'Europe. L'Union européenne, c'est pas le Conseil de l'Europe, mais le Conseil de l'Europe, j'y étais 12 ans. Donc je connais la chanson. Ouais. Il y a 2 ans, j'étais en Russie, au ministère de la justice russe, après avoir visité quelques prisons dans le pays, à Briansk et Krasnodar notamment, à Moscou aussi. La posture dans ces organismes, c'est de te regarder avec un air parfaitement compréhensif, limite une petite larme à l'œil, faire semblant de comprendre tes préoccupations, mais de dérouler ta mécanique. Ouais. Ton agenda, ta mécanique, ton programme et tes actions. Et c'est tout. Donc, et on a eu quelques échanges, notamment avec le groupe de l'AELE, rappelle-toi, qui sont descendus à Monaco. La précision d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent, c'est que le groupe de l'AELE, ce sont des élus, enfin en tout cas des ambassadeurs représentant les pays membres, qui sont chargés de s'informer sur les dossiers qui sont sur la table de la Commission. Ils représentent effectivement les 27 États membres, et ce sont eux qui avaient donné un mandat à la Commission européenne de négocier d'une certaine façon. Et on a été amené à les rencontrer au Conseil national, on a été une délégation, et on les a rencontrés, et l'échange était très très intéressant, parce que très rapidement,
dans le cadre d'échanges, il y avait une membre de l'équipe de négociation qui était du côté de la Commission européenne, et qui est venue nous dire que, mais limite cette fameuse larme à l'œil au coin du regard, nous dire que comprenait ce qu'on lui disait, mais qu'un accord sectoriel, ce n'était pas possible. Qu'il avait fait une fois avec les Suisses, mais que ce n'était plus possible. Ce à quoi je lui ai répondu, mais chère madame, vous êtes, vous, l'experte de ces questions-là, mais les accords d'association qui ont été conclus avec la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, dans les 3 cas, sont venus éluder tout ou partie des 4 libertés de circulation. Je lui ai dit, c'est vous l'experte, mais à ma connaissance, les travailleurs géorgiens ne peuvent pas venir travailler en Europe. Donc liberté de circulation des travailleurs éliminée. Ce à quoi elle a dû me dire oui. Et quand je suis sorti de la salle, donc quand on peut, c'était un peu en filigrane, le message que j'essayais de leur faire passer. Et quand je suis sorti de la salle, j'ai parlé avec la présidente de ce groupe de la dame suédoise. Je ne me rappelle plus son nom. Ambassadrice suédoise. Qui m'a dit, nous, on est les États. Eux, ce sont la Commission. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que l'Union européenne devrait passer un accord avec vous? Je lui ai répondu, chère madame, premièrement, la réponse à votre question, c'est exactement la même qu'à chaque fois que le marché commun a intégré un État de plus. Ça a permis dans cet ensemble de vous renforcer, et c'est ce qui vous permet de parler sur un pied d'égalité avec Pékin et Washington. Monaco, c'est tout petit, mais si vous regardez nos chiffres, on n'est pas très loin de Malte en termes d'importance économique. Donc ce n'est que renforcer. Vous pouvez faire sans nous. Vous avez effectivement d'autres candidats. Vous avez la Macédoine du Nord, vous avez l'Ukraine, vous avez d'autres États qui veulent vous rejoindre. Mais nous on ne voulait pas intégrer l'Union européenne. Hein. Non, mais c'est clair. Premier élément de réponse a été celui-ci. Deuxième élément de réponse, c'est lui dire le multilatéralisme existe. D'ailleurs, notre souverain a salué le multilatéralisme il y a très peu de temps de ça, au moment de ses vœux. Le multilatéralisme existe. Si vous nous traitez en amis et en partenaires, vous avez une voix de plus pour vous soutenir dans ces collèges, dans ces institutions internationales, à l'ONU notamment. C'est toujours bon à prendre. C'est pas indispensable, mais c'est toujours bon à prendre. Et surtout, il faut préciser pour ceux qui nous écoutent que, notamment aux Nations Unies, c'est un pays, un vote, quelle que soit la taille du pays. Exactement. Donc un État, une voix. Un vote, la France, un vote, l'Ukraine, un vote, la Chine aussi. Alors, voilà. Et troisième point, je vais dire, si on reprend l'histoire de la construction européenne, force est de constater, bon, tout ça je le disais en anglais, donc j'étais un peu plus limité dans le vocabulaire, mais si on prend la construction européenne, le Brexit 2016 et la fin des négociations d'un accord d'association avec la Suisse à l'initiative des Helvètes, ce ne sont pas des points très positifs, et cet accord pourrait être l'occasion de montrer, de repartir, et de montrer qu'on peut pour repartir de l'avant, quoi. Et puis voilà. Mais nous, notre explication, c'était de leur dire, comprenez-nous. On a un pays qui marche bien. Il y a une sécurité qui fait que toi, tu peux aller marcher d'un bout à l'autre à 4 heures du matin de la principauté avec tes plus beaux bijoux autour du cou, tu ne seras pas agressé. Donc, et après, on a une cherté de l'immobilier et du foncier qui fait que même si demain, ton enfant a une idée prodigieuse pour ouvrir un restaurant ici, si le pas de porte, il est à 1 million, il y aura déjà un filtre à l'acquisition, à l'acquisition, mais surtout au talent. Le talent ne sera pas la qualité première, ça sera l'argent qui te permettra de faire cela. Oui, ce qui est dommage d'ailleurs. Le sujet est tellement passionnant qu'il prête à des questions. On pourrait y passer beaucoup de temps, hein, mais quand on est avocat, est-ce que la fonction d'élu, alors on l'a un peu effleuré au début de cette conversation, mais avocat élu, est-ce qu'il y a des points communs ? Alors, il y a un avantage qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que tu sais lire des textes de loi, tu sais les amender, tu sais les rédiger. D'ailleurs, j'ai déposé pour la première fois de ma vie en décembre une proposition de loi sur le handicap. Et
ça, c'est quand même un gros avantage. C'est un gros avantage. Ouais. Les magistrats, par exemple, auraient cette compétence technique, assurément, sans aucun doute, mais ils n'ont pas le droit d'être élus. Donc, ils ne sont pas à l'Assemblée nationale française, ils ne sont pas au Sénat, ils ne sont pas au Conseil national à Monaco ou à l'Assemblée nationale italienne, par exemple, ou au Sénat italien. Tu n'auras pas de magistrats. Et c'est dommage parce que les magistrats, bien souvent, sont d'excellents juristes, pour une très grande partie d'entre eux, et pourraient arriver à ciseler des textes de loi. Mais ils n'ont pas le droit de siéger là-dedans. Les avocats, oui. Après, tu as plein de parlements dans lesquels tu ne peux pas exercer une profession en parallèle de ton activité d'élu. Par exemple, l'Ukraine, c'est ça. exemple. Mais c'est un gros avantage d'avoir cette compétence juridique, ça aide quand même. C'est un plus. C'est un plus. Là, on n'est pas tous égaux. C'est ça, c'est ce que j'ai été dire. Là, tu as quand même pour tout le monde pareil. Un avantage plus. Après, les idées... Tu as un avantage technique. L'avantage technique, il y est. Après, tu peux avoir d'excellentes idées de gens qui sont bien entendu non avocats et qui peuvent avoir une connaissance, une bonne perception du pays et de la politique et avoir des idées brillantes. Parce qu'on a en tête, c'est sûr ce que tu dis, mais on a en tête cette relation particulière que les avocats entretiennent, et pas seulement à Monaco, dans tous les pays, avec l'appareil de l'État. C'est-à-dire, plus généralement, avec le fonctionnement de la société, en fait. On les retrouve à tellement d'endroits, impliqués, soit professionnellement, soit politiquement. Alors, je voudrais te répondre en creux pour débuter. Dans un État de droit, les avocats sont très importants. Mais oui. Dans un État de droit, j'insiste là-dessus. Dans un État dans lequel le système judiciaire n'obéit qu'aux ordres du pouvoir central, les avocats servent à rien. Bon, on n'est pas concerné là. Non. Voilà. Pas du tout. Monaco n'est pas concerné. Je pensais à un autre pays dans mon esprit. Oui, moi aussi. Mais pas spontanément, j'ai pensé à autre chose. L'avocat ne servira à rien. Tu aurais un problème, ton enfant aurait un problème demain, l'avocat ne servirait à rien. Parce qu'il te dirait ceci, on va faire un recours ou quoi que ce soit, mais c'est le pouvoir central qui décide. C'est ça. J'ai eu à poser la question à un client qui venait de ce pays d'ailleurs, auquel je pense, et en lui disant, est-ce qu'il faut mieux avoir un très bon dossier pour sortir de la prison de tel service concerné, ou est-ce qu'il faut mieux avoir de bonnes connexions? Il m'a répondu à 1001%, deuxième option. Les connexions, ouais. Ce sont les connexions qui feront sortir ou pas ton enfant de prison s'il n'est jamais détenu là-bas. Donc si tu es dans un État qui se fiche des droits, des règles de droit, de l'État de droit, l'avocat ne sert à rien. Il peut être beau parleur, ceci, cela, connaître un peu. Ouais. Il servira à rien. Dans un État de droit, comme aux États-Unis, comme à Monaco, comme en France, l'avocat, il peut avoir un rôle très important. Je dirais que si j'avais essayé de synthétiser, connaissance technique, oui, bon, très bien, connaissance technique de la règle de droit, bon, pas de problème. Mais c'est plutôt une détermination. Une détermination au soutien de ta cause d'un individu. Ouais. Et bien souvent, tu te retrouves contre le sens du vent. Tu dois être capable d'aller contre tout le monde. Tu dois aller par moments... Alors c'est ça justement, Régis, on y arrive. À quel moment tu dis tu dois être capable d'aller contre tout le monde, mais tu vas pas contre toi-même quand même. Non, contre moi-même non, bien sûr que non. C'est-à-dire que tu ne défends jamais une position dans laquelle tu ne crois pas. Alors, plusieurs exemples me viennent à l'esprit. J'ai eu un cas et demi dans lequel je me suis posé des questionnements transcendantaux qui m'ont fait avoir une nuit blanche, à me poser des questions. C'était au début de ma carrière. J'avais toujours évité tous les cas de pédophilie, tous, grâce à mon appartenance au conseil d'administration d'Action Innocence. Ouais. Ça me permettait de dire, je suis en conflit d'intérêts. C'était vrai ou pas vrai, peu importe, mais ça me permettait d'éviter toutes les désignations d'office. Parce que dans les désignations d'office, tu n'as pas le choix On n'a pas le choix des cas. Tu n'as pas le choix de cas, tu ne peux pas dire, écoutez, j'ai une clause de conscience. Non. Tu es désigné, tu dois prêter ton concours. Donc là, je me suis retrouvé avec un dossier, une désignation d'office, et c'était une catastrophe. La famille faisait n'importe quoi, le bonhomme, je ne sais pas s'il était innocent, coupable ou pas. Bon, là, ça a été le demi-cas dans lequel je me suis perdu dans des questionnements de tous les côtés. Ça, c'est le demi-cas. Mais le cas complet. Le cas complet, c'était une désignation d'office. Là aussi, ça ne te donne pas un choix très grand
pour pouvoir sortir. Ah, y a pas grand-chose, ouais. La loi te dit, tu dois prêter ton concours. Et on me demande de défendre une dame pour obtenir la garde de son enfant. Cette dame en question, ça remonte à il y a très 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 longtemps. Ouais. Et cette dame en question, j'appelle chez elle pour lui parler. Elle me donne aucun élément de défense. Et je tombe sur... Alors, son premier enfant est déjà en prison. Le deuxième enfant, je l'ai au téléphone. J'ai l'impression que c'est une loque finie. Ouais. Et le troisième enfant avait 4 ans. Et c'était la garde de cet enfant qui était en jeu. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais mettre toute ma conviction, mon intelligence, mon énergie à défendre un dossier pour que cette dame... En fasse un troisième... Et la garde de son enfant... Et en face, une loque, et voilà. Et là, je me suis fait une nuit blanche entière à me poser des questions dans tous les sens. Je suis allé au procès, et même dans une discussion de couloir, j'ai dit à la consoeur qui était en face de moi, j'espère que tu vas gagner, mais après le procès. Et je l'ai défendu, ma cliente, à fond, avec ce que j'avais comme élément, c'est-à-dire pas grand-chose. Ouais. Ce qui devait arriver arriva, j'ai perdu. Et c'est pas grave, je me suis pas mis à pleurer, mais j'ai perdu. Et pourtant, je l'ai défendu à fond. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, pour que le système de la justice fonctionne bien, il faut que chaque partie joue son rôle à 100% et le fasse très bien. De cette confrontation, de cette contradiction, tous les éléments vont être étalés sous les yeux du magistrat, qui, lui, va prendre, s'il joue son rôle à 100%, va prendre la meilleure des décisions. Et en l'occurrence, la meilleure des décisions, c'était que je perde. Et c'est là où je me suis dit, chacun doit jouer son rôle à fond, mais de cette contradiction naît de la qualité de décision de justice. Tout ça, ça nous mène quand même à une question que j'ai dans mon sac depuis un moment. Tu dis la qualité de la décision de justice. Quand on est élu, est-ce qu'on retrouve la qualité de la décision politique ? Parce que en fait, on défend son point de vue. Alors là, on a parlé de l'Europe. Et finalement, on peut dire que, entre guillemets, tu as gagné, si on compare. Puisque tu étais plutôt dans le camp de ceux qui voulaient arrêter la négociation, ou en tout cas y renoncer, ou en tout cas ne pas signer dans les termes qui étaient proposés. Ça, c'est sûr. Voilà. Ouais. Donc on peut dire que tu as gagné. Est-ce que tu penses qu'un élu peut faire valoir ses points jusqu'au moment d'emporter une décision avec les mêmes armes que devant un tribunal, quoi. Est-ce que c'est la même gymnastique ? C'est pas exactement la même gymnastique parce que le Conseil national décide, l'Assemblée décide. Oui. L'avocat essaye de convaincre, mais c'est le juge qui a la décision finale. Donc je dirais que les pouvoirs, les prérogatives des élus sont plus importantes. Et on a... Ça doit être bien clair pour nos auditeurs. Et je voyage, je suis au Conseil de l'Europe depuis très longtemps. Le Conseil national a quelque part beaucoup plus d'attributions que l'Assemblée nationale française ou l'Assemblée nationale italienne. Pourquoi ? Parce que dans le système européen, tu as à peu près 80% des textes de loi qui régissent la France ou l'Italie, qui viennent de Strasbourg. Pas de Strasbourg, de Bruxelles. Pardon. De Bruxelles. Et les textes sont essentiellement européens, avec les 4 libertés de circulation. Si demain... Oui, tu veux dire qu'il y a des dispositions qui sont presque automatiques, quoi. Tu as énormément de dispositions qui sont complètement centralisées au niveau de Bruxelles. Si demain, Emmanuel Macron dit « je veux donner 100 € à tous les Français », il ne le peut pas. Ou la Mélanie veut dire la même chose avec tous les Italiens, ils ne le peuvent pas. Ils peuvent la jouer territoriale en disant « tous ceux qui sont dans l'Hexagone ou dans la botte vont recevoir 100 €. Et ils joueront sur le fait que tu as 8,3%, 7,3% de non-français et non-italiens dans ces deux pays considérés. Ouais. Donc, tu sais que c'est les tiens que tu vas aider. C'est tes ressortissants que tu vas aider. Et la fonction d'un État, c'est quand même de protéger les siens. Nous, au Monaco, on ne pouvait pas le faire avec notre minorité. Et en n'ayant pas l'application de ces 4 libertés de circulation, on a une possibilité, une liberté de souveraineté accrue. Alors, je voudrais développer 2 secondes. Sur la question de la souveraineté, je ne me verrai jamais
commençait à arborer ce thème pour inquiéter tout le monde ou exciter les uns et les autres. Tu remarqueras que le débat sur l'Europe a été très propre à Monaco. Oui, c'est vrai. On n'a pas été dans la démagogie britannique, on ne s'est pas promené avec un bus en disant que 360 millions de livres sterling allaient être remboursés au système social Ce qui est tout à fait exact, d'ailleurs. Ce qui était un mensonge total, mais nous, on n'est pas parti dans ces travers. Ça a été propre comme débat et cérébral. Nous, on a gardé cette capacité de voter des lois de manière beaucoup plus large en n'ayant pas signé que si on avait signé. Est-ce qu'on a conservé de la souveraineté ? Oui. Pourquoi les autres États ont-ils renoncé à cette partie de cette souveraineté ? La question est tout à fait valable. Elle se pose tout à fait. Eh bien, la réponse est la suivante. Au jour d'aujourd'hui, et c'était Michel Barnier qui l'avait dit notamment lorsqu'il est venu, je crois que tu étais présente. Oui. Et donc, tu as entendu sa réponse qui me paraît parfaitement juste et précise et fondée. C'est que chaque 10 ans à peu près, tu as un État européen qui a disparu du top 10 mondial. Et ensemble, l'Union européenne arrive à peser et à parler avec des grands pays comme les États-Unis ou la Chine sur un pied d'égalité. C'est la seule raison. Parce que pris individuellement, les États européens n'auraient pas le poids suffisant. Et je ne parle même pas de Monaco. Oui, même donc, des États bien plus grands. Des États bien plus grands. Monaco, bien sûr. La France, l'Italie, l'Allemagne, se sont tous soumis à ce système. Après, nous, on est tout petits, on est dans notre coin, on est heureux. Donc, on est heureux, mais est-ce que pour autant on peut vivre seul ? On vivra jamais seul. C'est pas une histoire de blanc ou noir. La grosse difficulté de ce dossier, c'est qu'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. C'est ça, c'est pas tranché. Et il n'y a pas une solution toute faite. Si tu me poses la question, est-ce qu'il y a une position évidente, je te dirais non. Ouais. Maintenant, nous, l'histoire de Monaco vis-à-vis de l'Europe, c'est pas une page blanche. On n'est pas en train de partir de rien du tout. Oui, c'est ça. Des accords sectoriels qui fonctionnent, on en a plein qui fonctionnent. Je discutais avec des élus norvégiens il n'y a pas très longtemps, il y a une paire de mois, dans le cadre de la COSAC à Madrid, et eux me disaient, on a 77 accords passés avec l'Union européenne. On ne cesse jamais de négocier. On négocie tout le temps. C'est pas qu'on s'arrête, tantôt on négocie pas. Non, on a 77 accords, on négocie tout le temps. Nous, notre accord sectoriel, celui que tout le monde connaît, l'euro fiduciaire, tu en as dans ta poche, tu en as chez toi, pour les copains de temps en temps à distribuer, c'est un accord sectoriel, il fonctionne bien, il existe, il marche. Et on en a plein d'autres. Et on a nos conventions bilatérales avec la France. Alors on me dira, ah oui, mais peut-être qu'elle pourrait être remise en cause. On verra. Mais en attendant, je pense qu'il faut être ambitieux. Je pense qu'il faut être ambitieux pour proposer des solutions. On pourrait très bien prendre nos conventions existantes et renforcer leur côté européen. C'est quelque chose qui pourrait être proposé à nos partenaires européens et leur dire, écoutez, voilà, on a une solution qui renforce le caractère européen du droit monégasque. Alors, on ne dira pas sectoriel, c'est le mot interdit, d'accord ? Mais c'est possible. Oui, il ne faut pas dire sectoriel. Voilà. Non, on n'a pas le droit, ça c'est le mot interdit. C'est ça. Chut, ne le dis plus. Ok. Et aujourd'hui, alors, la CDH, le Conseil national, ex-bâtonnier... le consulat de Thaïlande aussi. Consulat de Thaïlande, papa de 3 enfants... Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Régis Bergonzi ? Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Faire plus de sport, perdre un peu de poids, y a des trucs, faire un peu attention à la mécanique, à pas toujours trop tirer. Après, j'ai la bougeotte. Donc, j'aime faire beaucoup de choses. J'aime mes dossiers, j'aime plaider, Tu aimes la CEDH, tu aimes les cas compliqués. Oui, il y en a quelques-uns là qui s'annoncent, qui sont pas faciles à gagner du tout. Mais non, vraiment, j'ai pas à me plaindre du tout. Sur la question européenne, ça a été un peu miraculeux que les choses qu'il y ait eu un retournement du sens général de la marche de l'histoire qui était en janvier complètement opposée à celle de septembre. Donc là, on parle de 8 mois plus tard.
Et, c'est ça, tu donc disais il faut faire de la ça- négociation, je pense que c'est ça, la négociation c'est ça aussi. C'est la possibilité de changer de sens. En tout cas, là, il y a eu un braquet qui a été extrêmement... qui s'est retourné complètement. La proposition de loi sur le handicap, oui, arriver à améliorer certaines L'inclusion, ouais. choses. L'inclusion, oui. Je suis allé sur un post LinkedIn que j'avais posté au moment de mon élection. Je remerciais tout le monde. Je dis, écoutez, je débute, voilà ce que j'aimerais faire, voilà ce que j'aimerais proposer à mes collègues. C'est sur le handicap. Je n'ai pas d'enfant handicapé, je suis pas handicapé moi-même. J'ai une personne handicapée qui travaille dans mon équipe. En février, on l'a annoncé, mais dans ce petit post que personne n'a dû lire, en disant pourquoi ? Parce que c'est le genre de choses où à la fin de ta vie, dans un monde qui n'a pas toujours du sens, dans une vie qui n'a pas toujours un parfaitement lisible, de se dire j'ai fait ça, au moins il restera ça d'un peu utile de mon passage. Ça va pas chercher plus loin. Et puis, j'ai pas de visée électoraliste ou je suis tombé en politique pour la raison que tu sais, c'est-à-dire ce dossier européen. Maintenant, j'y suis. Je vais essayer de shooter quelques propositions de loi sympas. Et puis, on verra bien, un peu une année après une année, on verra bien ce qui pourra en ressortir. Et puis voilà. Je sais pas. On verra bien. Écoute, j'espère qu'on se retrouvera et qu'on en reparlera. Avec plaisir. Merci en tout cas Régis d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à toi. Merci.